Investis sans regret, la méthode qui change tout. Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Revenir sur une décision d'investissement prise il y a des années peut provoquer un certain malaise. À l'époque, vous avez choisi une action avec soin, après une analyse rigoureuse et une bonne dose d'optimisme. Mais avec le recul, vous réalisez qu'un autre choix aurait pu être plus judicieux. Ce sentiment illustre parfaitement le défi à la fois émotionnel et intellectuel d'évaluer des décisions financières passées dans un monde aussi imprévisible que celui des marchés. Il y a quelques années, j'ai moi-même ressenti ce pincement en repensant à un achat d'actions significatif. Sur le moment, tout semblait aligné. L'entreprise affichait des fondamentaux solides, une position prometteuse sur le marché et un potentiel de croissance à long terme qui correspondait à mes objectifs. Parce que je vous ai toujours dit, mon but n'est pas de battre le marché. Mes objectifs sont bien fixés, c'est 15% en moyenne par an pour pouvoir... Enfin, le 15% en moyenne me permettra d'atteindre mes objectifs à une date bien déterminée. D'accord? Mais ces objectifs sont assez personnels. OK? Après, je pourrais vous les donner, mais ce n'est pas le but ici aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, je parle d'objectifs ici parce que le but n'est pas de battre le marché. C'est très bien, c'est très réjouissant ici du point de vue au niveau de l'ego. D'accord? Mais il faut se dire une chose. Quand on veut investir à long terme, il faut se fixer un objectif bien défini. Dire ici que je veux battre le marché n'est pas un objectif. Enfin, ce n'est pas un objectif chiffré. On va le dire comme ça. D'accord? Il faut chiffrer cet objectif. Tu veux combien? 18, 20, 30, 40? Choisis. Mais sache que plus ça monte, plus il va falloir prendre des risques. Et attention, risque ici ne veut pas dire qu'on investit sur des entreprises de merde ou quoi que ce soit. Non. Tu peux acheter des entreprises qualitatives, mais qui se retrouvent généralement ici à des niveaux de prix extrêmement bas parce qu'il y a un problème temporaire. Bref, le but ici est de parler de nos différents regrets et comment est-ce qu'on peut transformer ces regrets-là en leçons. D'accord? Donc, sur le moment, tout semblait aligné. L'entreprise affichait des fondamentaux solides, une position prometteuse sur le marché et un potentiel de croissance à long terme qui correspondait à mes objectifs. Pour financer cet investissement, j'ai réalloué des fonds d'autres actifs. Une décision qui me semblait raisonnable après des recherches approfondies. Pourtant, avec le temps, ce choix a fini par me pousser à une remise en question. Alors, les marchés par nature échappent à tout contrôle. Des bouleversements économiques et des obstacles inattendus ont modifié la trajectoire de cette entreprise. Ce que je voyais comme un pilier de mon portefeuille est devenu un sujet de réflexion évalué sous un angle financier plus exigeant. J'ai commencé à juger sa performance comme si l'objectif avait toujours été une hausse rapide du capital, oubliant presque mes intentions initiales. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. La valeur de l'action avait légèrement progressé, mais ses rendements restaient bien en deçà de ceux de mes autres investissements ou d'opportunités que j'avais laissé passer. En ajoutant les frais de transaction et la volatilité du marché, le gain réel était encore plus mince. Face à des alternatives qui auraient pu rapporter gros, le coût d'opportunité était évident et avec lui, une pointe de déception. Avec le temps, j'ai appris à voir les choses différemment. Mon regard s'est affiné grâce à une philosophie centrée sur l'analyse rigoureuse, la valeur intrinsèque et l'apprentissage constant. J'insiste sur l'apprentissage constant. Parce que beaucoup pensent ici que l'analyse fondamentale se limite à des chiffres. Les chiffres ne veulent rien dire, c'est la partie la plus facile. J'ai toujours dit ça. C'est la partie la plus facile. Vous pouvez faire ça très rapidement. Mais comprendre ce que fait une entreprise. Comment est-ce qu'elle pourrait être impactée par X ou Y? Quels pourraient être les changements à venir dans cette industrie? Comment est-ce que les compétiteurs se fonctionnent? Qu'est-ce qu'elle a de mieux que les autres compétiteurs? Ça, c'est l'analyse fondamentale. Est-ce qu'elle est bien gérée? Ça, c'est ce qu'on appelle une analyse fondamentale. C'est la partie la plus importante. Parce que c'est celle-là qui vous permet de tenir en période difficile. Et croyez-moi, les périodes difficiles sont monnaie courante. Comme je l'ai dit toujours, investir à long terme, c'est une succession de décisions à court terme. Donc, plutôt que de juger cette action uniquement sur ses résultats, j'ai reconsidéré le raisonnement qui m'avait conduit à l'acheter. À l'époque, j'avais fait mes devoirs. Analyse la santé financière de l'entreprise, effectuer ses études des avantages concurrentiels, projection de son potentiel. Ma décision reposait sur une méthode sérieuse, même si le marché en a décidé autrement. Cette prise de conscience m'a ramené à ce que je peux maîtriser. Effectivement. Parce que c'est ça, en fait, le but. Qu'est-ce que je peux maîtriser quand je prends une décision d'investissement? Donc, je ne contrôle ni les tendances du marché,
ni les performances d'une entreprise, mais je peux soigner mon processus d'investissement, mes recherches, mes critères, ma discipline. Cette action n'était pas une erreur, mais une leçon sur la notion de valeur. La vraie richesse d'une entreprise ne se mesure pas seulement à ses fluctuations de prix à court terme, mais à ses fondamentaux, qui demandent parfois du temps pour porter leurs fruits. Donc, elle m'a aussi offert une diversification et une exposition à un secteur auquel je croyais, des atouts que sa performance brute ne reflétait pas entièrement. Et vous allez vous dire aussi que c'est un secteur que je ne maîtrisais, pour dire la vérité, quand je regarde après coup, que je ne maîtrisais pas, mais que j'ai appris à apprécier parce que je détenais des actions ici. Et moi, je n'aime pas perdre de l'argent. D'accord? Je n'aime pas. Ça me dérange. Même si c'est $1, ça me dérange. OK? Parce que ça me... Enfin, la meilleure... Pour moi, je considère ça comme... Même si, vu que je n'aime pas perdre de l'argent, je considère toujours ici que perdre $1 ou avoir une moins-value, ce sont des frais d'apprentissage que j'ai accepté de payer dès le début. Mais maintenant, quand on dit frais d'apprentissage, on ne dit pas juste « Oh, frais d'apprentissage ». Non, non, non. Je veux comprendre pourquoi est-ce que je perds de l'argent. D'accord? Je vais me concentrer sur le secteur d'activité. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire dès le début ici? Et ça me pousse ici à apprendre plus sur le secteur d'activité. Et ça, c'est une chose qui a une valeur inestimable pour moi. La plupart des secteurs d'activité que j'arrive à comprendre, entre parenthèses, avec beaucoup de modestie, aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai dû payer de l'argent dessus. Et donc, comment on dit ça? Ça m'a poussé à apprendre un peu plus. Et cette connaissance-là a une valeur inestimable aujourd'hui. En abordant un secteur d'activité, je peux savoir qu'est-ce que je dois regarder en priorité. Ça ne veut pas forcément dire que je ne vais pas payer d'argent, non. Je sais déjà que je vais en payer, c'est sûr et certain. Donc, mon but avant tout est d'en payer le moins possible. Donc, je dois soigner mon processus, mes process, mes critères, travailler sur ma discipline. OK? C'est la partie que je peux maîtriser. C'est celle-là qui m'intéresse. Le reste, on laissera monsieur le marché nous proposer un meilleur prix dans le futur. Le plus important pour moi, c'est que l'entreprise continue à livrer la marchandise. Tôt ou tard, le marché finira par se réveiller. Ça, je ne m'inquiète pas, tant que les fondamentaux sont solides. Et donc, mon travail est de faire ce suivi-là. C'est pour ça que je vous dis toujours, il n'y a pas de revenu passif quand vous faites du stock picking. Ceux qui vous disent ça vous mentent littéralement parce qu'en réalité, le revenu, vous devez faire le travail d'analyse derrière. Et je vous assure que c'est passionnant. Une fois que vous avez chopé le virus, c'est passionnant. OK? Donc, cette expérience m'a appris l'importance de la patience et de la perspective. Les cours des actions bougent souvent sous l'impulsion des émotions plutôt que des réalités tangibles. Me comparer à des scénarios hypothétiques risquait de brouiller la logique qui avait guidé mon choix. Vous connaissez la fameuse phrase « Et si j'avais investi ailleurs ?» Si tu avais mis $100 sur Berkshire Hathaway en 1700, je ne sais pas combien, voici ce que tu aurais eu aujourd'hui. Qui vous dit que vous aurez pu détenir cette compagnie-là aussi longtemps? C'est facile à dire, c'est facile. Mais quand vous êtes devant le fait accompli, beaucoup d'entre vous ici savent qui ont des plus-values. Beaucoup d'entre vous, et je parle à ceux qui ont des plus-values. Qu'est-ce qui vous a empêché de... Vous avez un certain regret, n'est-ce pas? Celui peut-être de ne pas avoir rajouté plus à vos propositions dès le départ. C'est facile de le dire aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous a empêché de le faire? Certaines personnes aujourd'hui ont des entreprises encore sous-évaluées. Ces entreprises-là, ils ont déjà à peu près fait 2 fois leur mise de départ. Mais il y a un certain... Ils sont parfois... Comment on dit ça? Ils ont peur de rajouter à leur position. Et ça sera très facile demain de se dire « Ah, j'aurais dû faire ça. » Qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui? Il faut voir les choses autrement. Enfin, j'en ai déjà parlé par rapport ici au prix de l'action. Que ce soit le all-time high, ça ne veut strictement rien dire du tout. L'entreprise se négocie à un prix plus élevé que mon PRU initial, ça ne veut strictement rien dire du tout. Elle se négocie en dessous de mon PRU, ça ne veut strictement... Il faut toujours regarder l'entreprise comme si on ne détenait pas d'action. Avec un regard neuf. Si l'entreprise est toujours sous-évaluée aujourd'hui, imaginons que je n'ai pas d'action, je continue à racheter. Donc, je n'aime pas si j'en avais acheté plus, si j'avais investi ailleurs, etc. Ça ne vous apporte rien du tout. Vous n'apprenez rien du tout en plus. Concentrez-vous sur les entreprises sur lesquelles vous perdez de l'argent. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux au début? Est-ce que la décision d'investissement que j'ai prise, les critères d'investissement que j'ai utilisés au début sont obsolètes en date d'aujourd'hui? Qu'est-ce que j'apprends en supplément?
Est-ce que je suis toujours dans le bon? Est-ce que l'entreprise continue à livrer la marchandise? Est-ce que le scénario d'investissement de départ est toujours d'actualité? Je pense à vous, investisseurs sur des compagnies dans le secteur du luxe. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui des plus-values, des moins-values qu'on a en portefeuille? Quelles sont les leçons derrière? Au-delà des chiffres, au-delà du prix de l'action, qu'est-ce que vous aurez pu améliorer? Je vous assure que si vous prenez la peine de répondre à ces quelques questions-là, vous allez apprendre plus. Et cette plus-value, cette moins-value-là, se transformera en plus-value demain sur une autre entreprise, peut-être ou bien sur celle que vous détenez en date d'aujourd'hui. Ok? J'ai vu un commentaire passer, quelqu'un me disait que je détiens du Kering, je l'ai acheté à 400 maintenant, tout ce que je veux, c'est que l'entreprise retourne à son 400 initial. Quand on commence à réfléchir comme ça, en fait, ça veut dire qu'on n'y croit plus. Et donc, c'est le moment de sortir de là. Mais si on se pose la question de savoir, ok, j'ai acheté du Kering, je perds de l'argent dessus. Alors, qu'est-ce qui a manqué à mon analyse dès le départ? Faisons une analyse, disons pas post-mortem, mais retournons un tout petit peu en arrière. Quels sont les éléments présents à cette période-là qui auraient pu m'empêcher d'investir en date d'aujourd'hui? Qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que j'ai envie d'en apprendre plus sur le secteur d'activité? Bref, voilà des questions qu'il faut se poser. Donc, quand sur une entreprise, on ne perd pas réellement de l'argent, on apprend. Le but est de perdre le moins de réduire les frais d'apprentissage, d'accord? C'est important. Donc, me comparer à des scénarios hypothétiques risquait de brouiller la logique qui avait guidé mon choix d'investissement dès le départ. Donc, en me concentrant sur la valeur intrinsèque de l'entreprise, c'est-à-dire sa capacité à générer des free cash flows stables et croissants sur le long terme, j'ai pu juger cette décision plus sereinement sans me laisser distrait par le bruit ambiant. Cela m'a permis de la voir comme un pari raisonné sur l'avenir et non comme un échec lié à des rendements immédiats. Alors, cette évolution a changé ma façon d'aborder le regret. Loin d'être une faute, il est le signe d'un engagement actif dans la gestion de mon portefeuille. Choisir une action, c'est accepter une part de risque et même l'analyse la plus poussée ne garantit pas le succès. L'essentiel est d'avoir un processus clair, de tirer des leçons de chaque résultat et d'affiner sa stratégie. Dans cette optique, le regret devient un allié. Il pointe du doigt les aspects à améliorer, que ce soit le jugement ou la discipline. Où en suis-je donc aujourd'hui? Alors, cette action fait toujours partie de mon portefeuille. Mais je me pose désormais la question, dois-je la conserver ou m'en séparer? Pour le moment, je penche plus à conserver, c'est la raison pour laquelle elle est encore dans mon portefeuille. Donc, cette décision repose sur une analyse des fondamentaux actuels et de mes objectifs à venir. Quoi qu'il arrive, je ne la regarde plus avec amertume. Elle est une étape de mon parcours d'investisseur, un moment qui m'a appris à conjuguer rigueur analytique et acceptation de l'incertitude. Alors, si j'avais un conseil maintenant pour vous, les investisseurs, si vous ressentez du regret face à une action, qu'elle est sous-performée ou qu'une autre opportunité vous ait échappé, prenez du recul. Choisir une action, c'est s'engager à construire sa richesse avec réflexion. Ne soyez pas des moutons. Sa valeur ne tient pas à sa perfection, mais au processus qui vous a conduit à elle. La valeur du choix, je pense ici, le processus qui vous a conduit à ce choix d'action-là. C'est à ce niveau-là que se réside à peu près la valeur. D'accord? En tant qu'investisseur à long terme, enfin, je ne parle pas ici de la valeur du prix de l'action, hein, parce que je considère que décider d'acheter une entreprise en date d'aujourd'hui, c'est accepter d'apprendre plus. Parce qu'on ne connaît jamais entièrement une entreprise avant de réellement la posséder. Donc, c'est important. Sa valeur ne tient pas à sa perfection. Vous ne ferez pas toujours des bons choix d'investissement. Et je dis toujours une chose ici, c'est que la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un qui commence à faire du stock picking, d'accord? Parce qu'on ne parle pas ici de ceux qui font des ETF, etc. J'encourage toujours tous les débutants à acheter des ETF. Mais quand vous décidez de faire du stock picking, faites-le sérieusement. La pire chose qui puisse arriver à quelqu'un qui commence à faire du stock picking, c'est de gagner de l'argent. Je ne vous souhaite pas de malheur, non. Mais vous allez comprendre une chose, c'est que quand vous perdez de l'argent, ça vous pousse à réfléchir. Quand vous gagnez de l'argent, ça flatte votre ego. C'est pour ça que je ne parle jamais de mes succès. Parce qu'on n'apprend rien du tout. Je parle de mes erreurs. Je parle ici des entreprises qui me font mal dormir la nuit. Ou bien, qu'est-ce que j'ai appris d'une entreprise qui m'a fait mal dormir pendant plusieurs années? J'en ai déjà parlé ici de Mackesson. Si je vous montre les performances sur Mackesson, mon portefeuille, beaucoup de gens se disent « Ah, c'est magnifique, quelle belle plus-value !» Mais est-ce que vous savez à peu près le nombre de nuits blanches que j'ai passées avec cette compagnie-là aujourd'hui? Vous ne pouvez même pas imaginer. Combien de fois je me suis peut-être dit, ah, peut-être que c'est le meilleur moyen de
d'aller ailleurs. OK? J'ai plus appris, les frais d'apprentissage en matière de volatilité, on va le dire comme ça, ont été, comment dire ça, ont été élevés, on va le dire comme ça. Parce que mentalement, ça n'a pas été facile. Ça serait facile pour moi de venir vous dire ici, ah ouais, bon, je l'ai acheté, j'ai juste patienté et ça a donné quelque chose de positif. Non, les amis, investir, c'est un art. Faire du stock picking, c'est un art plus qu'une science. Vous devez allier discipline, jugement. Et donc, ce sont des éléments ici qui, sur le papier, c'est facile à prononcer, mais concrètement, ça ressemble à quoi? Bref, la valeur ici ne tient pas à sa perfection, mais au processus qui vous a conduit à elle. Concentrez-vous sur ce que vous maîtrisez. Apprenez de chaque expérience et basez vos décisions sur la valeur intrinsèque des entreprises. Ainsi, le regret devient un outil pour affûter vos compétences. En conclusion, je préfère porter le poids des leçons tirées de mes choix plutôt que de rester immobile avec un portefeuille où je n'aurais jamais osé tenter ma chance. Le succès en matière d'investissement se construit à travers des décisions. Certaines payantes, d'autres formatrices, mais toutes précieuses lorsqu'on les considère comme des marches vers une maîtrise raisonnée de cet art qu'on appelle le stock picking. Parce qu'investir, oui, c'est plus un art qu'une science. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire, est-ce que ce message-là vous parle? Et partagez avec nous une expérience passée d'une entreprise qui vous a à peu près donné des mots tels ou bien sur laquelle vous avez appris énormément. Merci.